vois que ça vous fait beaucoup réagir. Et vous, Barbara, je vois hocher la tête d'un air désabusé. Pourquoi ? Parce que c'était quand même fascinant. On pensait que cette idée farfelue de rendre l'école facultative avait été oubliée après le cafouillage de mai. Parce qu'après le premier confinement, ils avaient déjà eu cette idée de rendre l'école à moitié obligatoire. Et là, on recommence sans que les enseignants aient été prévenus. Parce que je ne sais même pas si Jean-Michel Blanquer était au courant ce matin, quand M. Castex a parlé, que l'école s'arrêtait mercredi midi. Donc là, il va y avoir des parents, beaucoup, qui vont laisser les enfants à l'école. Et puis, certains vont décider... Parce qu'on ne peut pas l'imposer. C'est trop tard pour l'imposer. Oui, c'est une réaction à l'évolution épidémique. On s'adapte au fur et à mesure. Enfin, je me fais l'avocat de ceux qui ont pris cette décision. C'est même plus tourner avec le vent, c'est du délire collectif. Du délire collectif. Mais absolument. Les gens vont préparer Noël. Et toutes les enquêtes le disent. Les gens vont être prudents. Il y a même des gens qui disent qu'ils vont mettre le masque tout le long de la soirée, qu'ils enlèveront le masque uniquement pour dîner avec les grands-parents. Et on est en train de leur dire, mettez-vous sous cloche 10 jours avant et n'envoyez pas les enfants à l'école, alors que vraiment les enfants ont besoin de cette respiration. Qu'est-ce que ça va être les vacances de Noël pour les enfants, là ? 15 jours, sans cinéma, sans théâtre, sans musée, sans possibilité de partir à l'étranger pour visiter. Parfois, à Noël, on va visiter des villes en Europe. Rien. Oui. Les parents vont être avec les enfants à domicile. Ils vont être confinés, là. Croyez bien que pendant 15 jours, les enfants vont être confinés. Et on leur dit, confinez-vous encore un peu plus avant. C'est un conseil, une recommandation. Emmanuel. Moi, pour une fois, je ne suis pas d'accord et je trouve qu'on ne prend pas les gens pour des enfants. On leur dit, vous êtes responsable de votre famille et de la protection de votre famille, gérez-vous. Et pour une fois, et on se rend compte que finalement, quand on donne des consignes aux Français, donc ils sont vent debout, pas contents, jamais contents, et là on leur dit, finalement, prenez-vous en main. Gérez-vous, quoi. Enfin, vous êtes des grandes personnes, gérez-vous. Écoutez, moi, très bien. Voilà, pour une fois, je me dis super. Le fait que ça ne soit pas obligatoire, que ce soit simplement un conseil. Qu'on cesse de nous prendre par la main là. De toute façon, c'est très compliqué d'imposer quoi que ce soit dans ces circonstances-là et en cette période de Noël où tout le monde va partir. Et puis, que les enfants soient confinés pendant les vacances de Noël. Excusez-moi, Barbara, mais c'est le cas de quand même l'immense majorité des petits Français qui ne partent pas dans des capitales étrangères ou je ne sais où et ne vont pas au cinéma et au théâtre. Enfin, non, ils ont des activités en général par les associations de mairie, etc., qui n'existent plus là. Parce que là, les activités culturelles, il n'y en aura pas. On peut juste aller dans des gymnases, faire un petit peu de gymnastique, mais sinon, les activités culturelles, il n'y en a pas. Moi, je suis désolée. Si on commence à ouvrir cette boîte de Pandore et dire, pour des événements familiaux, l'école est facultative, qui peut nous dire que demain, en janvier, en février, une famille ne pourra pas dire « Ah oui, mais vous comprenez, nous, la semaine prochaine, on a une réunion de famille, on va retirer les enfants de l'école pendant 3 jours. » Oui, on l'a fait pour Noël, on peut bien le faire maintenant. Non, mais ça insuffle l'idée que l'école est facultative dans ce pays. C'est quand même sidérant, surtout quand on nous dit que maintenant l'école est obligatoire à 3 ans. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut quand même aussi rappeler que tous les médecins qui sont dans les hôpitaux et qui sont dans les services Covid le disent. Les personnes qui sont aujourd'hui dans des formes graves au point d'être hospitalisées, on est toujours sur le même profil, c'est-à-dire des gens qui sont âgés, mais qui ont aussi des comorbidités. Et dans les personnes plus jeunes, c'est essentiellement des personnes qui sont en surpoids et qui ont diabète, hypertension. Donc on sait les personnes qui sont les plus fragiles et qui sont potentiellement exposées aux formes graves. Celles-là et les familles de ces personnes-là, elles se responsabilisent déjà. Et puis, il n'y a pas besoin de raconter chacun sa vie, mais on a tous autour de nous des gens, soit qui ont des maladies graves, chroniques ou graves, et qui se sont mis sous cloche depuis presque 1 an. Ces gens-là, vous n'avez pas besoin de leur répéter tous les 4 matins, mettez-vous dans votre bulle, autoconfinez-vous. Et les autres, quand vous faites une réunion de famille où il n'y a pas de personnes qui sont véritablement à risque, qui peuvent attraper le Covid, en effet, oui, qui vont sans doute passer peut-être 10 jours, 15 jours difficiles, mais qui ne finiront pas forcément. Et si ils y finissent, ils font partie des 0,001%. Si, monsieur Deray, parce que je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais il n'empêche qu'il y a un moment donné, l'espèce de délire collectif qui surfe systématiquement sur la peur. Je vais vous dire, vous le savez, 75 000 morts chaque année dus au tabac. On n'a pas encore vu un décret qui interdisait la cigarette. Donc aujourd'hui, on va avoir 30-35 000 morts du Covid. C'est quelque chose effectivement de tragique. On est à 58 000. D'accord, mais beaucoup de ces morts aussi, c'est la première vague où on n'avait pas encore toutes les thérapeutiques plus fines qu'on a maintenant. Aujourd'hui,
tous les gens qui sont dans les services de réanimation vous disent la prise en charge est différente et le profil aussi, il se concentre vraiment sur ces cas-là qui ont des comorbidités et qui ont un grand âge. Donc arrêtons aussi d'avoir ce discours comme si ça allait concerner toute la population dans les formes très graves et de réanimation. Mais ce que vous dites est factuellement exact, mais finalement, ce n'est pas du tout le bon message. Pourquoi ? Parce que, oui, bien entendu, ce que vous avez dit est vrai sur qui est en réanimation et qui va mourir. Mais c'est oublier plusieurs choses. La première, c'est que, inexorablement, quand vous déclenchez l'épidémie chez les plus jeunes, secondairement, vous la déclenchez chez les plus âgés. Ça s'est vu en France, ça s'est vu en Europe, ça s'est vu aux États-Unis. Donc, si jamais on laisse le brassage se faire à Noël et que vous enlevez effectivement cette partie de la population qui est à risque, inévitablement, dans un deuxième temps, elle va être contaminée. On l'a toujours observé. Une petite remarque, le nombre de morts de la deuxième vague, il ne doit pas être loin maintenant de celui de la première vague. On était à 32, on est à 58, et ce n'est pas fini. Mais ça, c'est presque un détail. Et vous oubliez une chose qui est très importante, qu'il faut qu'on dise beaucoup plus sur les plateaux de télévision, c'est ce qui s'appelle la Covid longue. La Covid longue est probablement autour de 10% de toutes les personnes qui ont la Covid, quel que soit leur âge, va créer des séquelles dont on ne sait pas encore la durée. Donc non, cette idée qu'en éloignant les personnes à risque et en laissant les autres se contaminer, ce serait bien. Surtout, il ne faut pas faire passer ce message. Et je ne pense pas, excusez-moi, et je ne pense pas ni qu'à l'hôpital, même si j'y pense beaucoup, ni qu'aux réanimations. Ça ne concerne pas que les réanimations. Moi, je suis d'accord avec vous sur cette situation hospitalière, mais je pense qu'à long terme, le coût économique, social et même le coût sanitaire collatéral, c'est-à-dire pas sur la question du Covid, mais toutes les autres maladies qui auront été mal diagnostiquées avec retard et tous les troubles psychiques et autres qui vont être, quand on en fera le bilan d'ici 2-3 ans, vous verrez que ça pèsera finalement, peut-être, je ne sais pas, mais ça pourrait peser plus lourd que la crise du Covid elle-même et sa gestion calamiteuse. J'ai deux questions. En fait, vous savez ce qu'il paye ? Il paye l'absence de traçage correct des lieux de contamination. Nous allons avoir pour la première fois une étude, que je n'ai pas vue encore, qui va nous expliquer ce qui se passe un peu en France. Je ne connais pas le détail. Ça m'étonnerait qu'ils aient été si loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on en parle beaucoup, mais où est la solidarité ? Où est la solidarité ? Je vais reprendre toujours le même exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne télécharge pas Stop Covid ou Tous Anti-Covid quand on rentre dans un musée, quand on rentre dans un théâtre, quand on rentre dans un restaurant ? Pourquoi cette opposition à des mesures, alors qu'on qualifie de liberticides, mais c'est eux qu'on tue ? On est liberticide envers eux. Je prends cet exemple, et il y en a d'autres. Donc si on veut les aider, alors on joue collectif. Et pour jouer collectif, on essaie de faire en sorte qu'on ait un traçage correct. Et il faut du numérique pour ça. Donc on ne peut pas avoir d'un côté le discours en disant ils nous font de la peine, c'est dommage, on aimerait bien aller au ciné ou au resto. Puis dès qu'on veut mettre en place une mesure, impossible à mettre en place. Elle a été plus chargée, l'application. Parce que vous pensez que le gouvernement avait dit si tous les Français téléchargent Stop Covid, on laissera les restaurants ouverts. Non, il ne faut pas faire croire ça aux gens. On aurait téléchargé, ils auraient quand même fermé les restaurants, ils auraient quand même fermé les théâtres et les cinémas. Mais ce qui est intéressant, c'est une décision politique de qui ? Du président de la République, vous savez, en France... Du président de la République ? Ah non, j'ai surtout l'impression que c'est l'Allemagne. Donc les Allemands ont beaucoup poussé. L'Europe est à l'heure allemande. Mais parce que BioNTech est une entreprise allemande. Oui, enfin pas que pour ça. La française pas était uniquement pour sur ça, parce que l'Union européenne, en règle générale, elle suit l'Allemagne. C'est tout, c'est l'Allemagne qui décide. Et quand l'Allemagne grogne et quand l'Allemagne tape du poing sur la table, tout d'un coup, ça a des effets. Je parle même pas de la question du vaccin. J'ai été quand même stupéfaite de voir que finalement, le poids du ministre de la Santé allemand sur l'ensemble de l'Union européenne, ça en dit vraiment long sur la façon dont cette Union européenne est structurée aujourd'hui et gouvernée. Il y a vraiment absolument... la souveraineté européenne n'existe pas, c'est la souveraineté allemande sur l'Europe.